L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. De temps à autre, nous aimerions aborder quelques sujets plus généraux, mais très instructifs. On démarre cette semaine une série appelée « Je me souviens ». Une façon de revenir dans le temps et ne pas oublier certains sujets qui nous semblent importants à découvrir, à retenir ou se remémorer. Et j'aimerais vous faire découvrir cette semaine, pour ceux qui ne connaissent pas, un homme qui a marqué le Québec et l'histoire du Québec. Régis Chartrand nous sera présenté dans cette émission par son propre fils François Chartrand. Un morceau de l'histoire québécoise qui doit être souligné. Bon visionnement. Ici François Chartrand, le 21 août 2022. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire d'un petit bonhomme qui vient du nord de l'Ontario, d'une ville minière qui s'appelle Timmins. Alors le petit bonhomme que vous voyez à droite avec la cravate, il va grandir pour devenir un personnage qui a marqué l'histoire du Québec avec sa femme également, mes parents, Doris et Reggie. Vont devenir des activistes très engagés dès les tout débuts de la cause de l'indépendance du Québec. Ce seront des pionniers du mouvement souverainiste québécois. Grâce à vos contributions, j'ai réussi à trouver le temps pour vous présenter cette histoire, que ça fait longtemps que c'est un projet que j'ai en tête. Alors, le voilà. C'est un diaporama d'images que j'ai extrait des centaines d'articles de journaux qui sont contenus dans les albums que mon père m'a laissés. Et dans ces albums, vous avez toute l'histoire des Chevaliers de l'Indépendance qui vont être un groupe d'activistes extrêmement importants dans les premières heures du mouvement indépendantiste québécois, le mouvement moderne. M. Chartrand était un ouvrier dans les mines. Il est mort jeune. À Timmins, à l'époque, 100% de la classe dirigeante est anglophone et 100% des francophones sont des ouvriers et considérés au même titre que les Autochtones comme des citoyens de deuxième classe. Et la vie est dure à Timmins. Et Reggie a ce caractère de justicier dès un jeune âge. Il prendra la défense des plus faibles et se fera une réputation de bagarreur. Il racontera à son entourage qu'il est un boxeur parce qu'il rêve d'être boxeur, mais il n'a pas obtenu la permission de ses parents qui refusent de le laisser s'entraîner. Il finira par s'échapper de la maison familiale en secret pour aller s'entraîner. Il va s'entraîner fort et il va devenir un boxeur d'avenir. Et c'est vers l'âge de 18 ans qu'il va décider comme ça de partir tenter sa chance à Montréal, où il n'aura plus à subir les préjugés de la classe dirigeante anglophone. Reggie frappait fort des deux mains. À l'origine, il était gaucher, et puis chez les sœurs où il allait à l'école à Timmins, on l'a forcé à devenir droitier. Mais au combat, dans l'arène, il pouvait aussi bien être droitier ou gaucher. C'est un boxeur ambidex. Je me souviens plus de son palmarès exactement, mais je sais qu'il a remporté presque tous ses combats. Il a eu très peu de défaites dans sa carrière. Et puis, il y a eu une majorité de combats remportés par knockout, par KO technique.
Et la majorité de ces KO étaient au corps. Donc, c'est assez inusité parce que généralement, les KO sont, la plupart du temps, sont à la tête. Mais dans le cas de Reggie, ça nous montre à quel point il était un cogneur. C'était un boxeur qui frappait très fort des deux mains. À 22 ans, Reggie va quitter le monde de la boxe professionnelle alors qu'il a une carrière prometteuse devant lui. Il est populaire avec les foules. Mais à l'époque, la boxe montréalaise est contrôlée par le monde anglophone. Et Reggie considère que les boxeurs francophones sont traités avec injustice. Il va donc à ce moment-là devenir entraîneur de boxe parce qu'il pense que la boxe lui a apporté énormément de choses positives comme la discipline, la rigueur, la confiance en soi et le conditionnement physique et tout ça. Pour lui, ce sont des valeurs qui ont de l'importance, l'entraînement, le sport amateur. Mais il n'aime pas la boxe professionnelle qui est motivée par l'appât du gain et qui fait que on va trop loin souvent dans les combats. Alors que dans la boxe amateur, les jeunes boxeurs sont protégés de façon plus efficace. Et pour lui, c'est une façon pour les jeunes de la rue, les jeunes pauvres, des quartiers pauvres, de trouver une activité qui, comme dans son cas, lui a permis de s'en sortir, de trouver son chemin dans la vie. Il va donc s'acheter une église et la convertir en école de boxe. Ce sera une école qui aura du succès avec le temps. De nombreux jeunes boxeurs apprendront ce sport. Rapidement, l'école de boxe de Reggie fera parler d'elle avec les nombreuses victoires de ses boxeurs, notamment dans un tournoi pan-canadien, le tournoi des Golden Gloves, où il va remporter les honneurs. Mais pour Reggie, c'est important de faire reconnaître la francophonie, les boxeurs francophones, qu'ils aient une chance égale dans le monde du sport de la boxe. Et il milite en ce sens et il commence à utiliser cette plateforme, cette visibilité pour promouvoir ses idées sur la francophonie, sur le droit des francophones. Et il va ainsi faire pression sur les organisations, sur l'organisation de la boxe au Canada pour inclure une version bilingue dans l'organisation du tournoi des Golden Gloves. Donc, il demandera à ce que le tournoi soit appelé au Québec le tournoi des gants dorés. À ce moment-là, cette idée dans le monde de la boxe à Montréal a une certaine popularité. On se dit, pourquoi pas les gants dorés? Nous, les francophones, avons le droit d'utiliser notre langue dans notre sport. À partir de ce moment-là, il y aura une controverse et Reggie décide de pousser plus loin le militantisme en faveur de la reconnaissance des droits des francophones. Et il va arriver dans l'année suivante dans un tournoi des gants dorés avec son équipe qui porte des pulls, des chandails avec des inscriptions dessus, des slogans en faveur de l'indépendance du Québec, des slogans tels que « Québec libre ». Et du coup, Reggie sera banni du monde de la boxe amateur. Lui ainsi que tous ses boxeurs n'auront plus le droit de boxer à Montréal ni nulle part ailleurs au Canada pour le reste de leur vie. C'est à cette époque qu'il va rencontrer ma mère, Doris, qui va devenir son épouse. Et je pense qu'elle est l'un des facteurs les plus importants dans sa prise de décision de continuer plus loin le combat. De ce fait, on peut considérer Doris comme membre fondatrice des Chevaliers de l'Indépendance, qui seront créés à ce moment-là. Il va effacer le titre Boxing School sur son école de boxe pour écrire par-dessus les Chevaliers de l'Indépendance et ce seront des soldats pour la défense de la patrie. À partir de ce moment, l'école de boxe deviendra un lieu important dans l'histoire du mouvement indépendantiste québécois. C'est en ce lieu que seront organisées les premières conférences publiques sur l'indépendance du Québec. Les gens étaient invités à monter dans l'arène pour parler de l'indépendance.
Reggie avait décidé de prendre la parole en public sur le sujet et d'inviter tous ceux qui étaient intéressés à promouvoir la création d'un pays pour les Québécois. C'était pour lui la seule façon de garantir que nos droits seraient protégés. Aujourd'hui, peu de gens savent qu'à l'époque, c'était risqué de se prononcer sur la question de l'indépendance du Québec. L'école de boxe est devenue rapidement un endroit où on pouvait prononcer et entendre des discours politiques sur l'indépendance du Québec. La sécurité fournie par les chevaliers est l'un des facteurs qui a permis à l'ouverture de ce débat public. Ça peut sembler étrange aujourd'hui parce que le monde a tellement changé. Mais les gens de cette époque avaient vraiment peur de s'exprimer sur cette question et c'était important de sentir qu'ils étaient en sécurité, protégés par des soldats, par des gens qui étaient de même opinion qu'eux sur l'idée d'un pays pour les Québécois. Ce débat public qui avait commencé dans l'école de boxe s'est rapidement transporté dans la rue, sur la place publique, alors que les chevaliers de l'indépendance organisaient les premiers grands rassemblements. C'était le début d'un mouvement populaire moderne pour l'indépendance du Québec. L'innocence de ces années ne permettait pas de présager la répression brutale qui s'en venait. La plupart des gens assemblés ne se doutaient pas que leur mouvement allait causer autant d'émoi au Canada anglais. C'était pour eux tout naturel de faire valoir leur opinion en public, mais le patronat qui est habitué à une main-d'œuvre docile savait que ce mouvement risquait de leur coûter très cher. Parce qu'il donnerait aux Québécois un pouvoir sans précédent, un pouvoir qui, jusqu'à cette époque, avait été extrêmement lucratif. Il faut le dire, dans le Québec de cette époque, le patronat était presque à 100% anglophone, et pour progresser dans le monde des affaires, il fallait travailler en anglais. Et les ouvriers francophones étaient cloîtrés dans cette classe sociale, mais à partir du moment où ils auraient une plateforme politique sur laquelle s'exprimer, on peut facilement imaginer la suite lorsque l'équilibre du pouvoir, tranquillement, se transfère vers cette ethnie qui, historiquement, n'avait pas le contrôle de ses finances. Les chevaliers vont de façon stratégique organiser des actions patriotiques pour augmenter la visibilité de leur cause. Ils participeront à des événements commémoratifs, de façon à symboliser le combat des patriotes pour l'émancipation de cette nation. Cette nation importante dans l'histoire du Canada avait besoin de cette reconnaissance officielle. Reggie disait souvent que l'indépendance est une juste et noble cause. Le fait français en Amérique du Nord est indéniable, et le Québec représente l'expression de cette identité propre à ce continent. C'est lorsque Reggie fait son entrée en politique que les choses vont vraiment se corser. Il deviendra candidat d'un nouveau parti politique, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, libre de l'imposition d'une philosophie politique avant la formation d'un État indépendant. C'était la position de Reggie que ce n'était pas le moment ni l'endroit pour imposer une philosophie politique alors que nous n'avions rien entre les mains, avant d'avoir convaincu la majorité des Québécois, qu'ils soient de gauche ou de droite. Malgré que la plupart des étudiants qui faisaient la promotion du communisme à cette époque étaient sincères, c'était un mouvement subversif qui était bien financé et bien préparé. Ce n'était pas spontanément que des gens qui sortaient du milieu intellectuel québécois arrivaient avec leur philosophie politique et tentaient de l'imposer dans un nouveau parti. Ils étaient sous influence et cette influence s'avérera être extrêmement nocive. À mesure que l'histoire progresse, on verra que ces éléments subversifs réussiront à diviser le mouvement. On voit ici l'arrestation de Pierre Bourgault, qui avait fait ses premiers discours en public dans l'école de boxe, entouré des chevaliers de l'indépendance. Il sortira en public grâce à l'impulsion fournie en grande partie par les chevaliers de l'indépendance à l'époque,
Et il va devenir le rebelle de service, c'est-à-dire l'homme au franc-parler. Il sera très visible dans ce mouvement et prendra la parole à de nombreuses reprises. C'est un orateur chevronné, mais qui, pour le reste de sa vie, ne mentionnera jamais la participation des Chevaliers de l'Indépendance. C'est la même chose pour plusieurs têtes d'affiche du mouvement indépendantiste québécois qui se sont fait connaître à cette époque de grande effervescence. En fait, sans que ce soit jamais déclaré officiellement, les Chevaliers de l'Indépendance avaient été bannis par les dirigeants du mouvement indépendantiste québécois. René Lévesque lui-même avait affirmé que Reggie ne pouvait pas être inclus parce qu'il avait été en prison. Maintenant, ces arrestations étaient très publiques. Il était accusé de troubler la paix publique parce qu'il faisait la promotion de l'indépendance du Québec. Il a été un prisonnier politique et à chaque fois il a été libéré parce que les tribunaux ne trouvaient rien d'illégal dans son comportement. Même lorsqu'il en est venu au coup avec les membres de l'équipe de football d'une université anglophone ontarienne, il a été capable de démontrer qu'il agissait en légitime défense. Il existe une photo prise quelques secondes plus tard par le même photographe où on voit le géant sur le dos dans la neige. Mais je n'ai pas pu retrouver cette photo. C'est Louis Daviau qui est à droite sur la photo qui m'a raconté l'histoire. Il s'agissait sur le carré Dominion au centre-ville de Montréal. Il s'agissait d'un rassemblement du RIN. On avait organisé des discours publics. Et pendant les discours est arrivée l'équipe de football. C'est à ce moment que Louis est allé au quartier général des Chevaliers de l'Indépendance pour les alerter de ce qui se passait. Et il leur a demandé d'intervenir. Les Anglais étaient saouls et très agressifs. Ils criaient des insultes. Ils avaient piétiné le drapeau québécois et ils avaient complètement perturbé le rassemblement. Et lorsque Reggie me raconte la même histoire, il me dit, ben moi, j'étais bien confortable dans mon école de boxe, je n'avais pas envie de m'en mêler, mais il faut faire quelque chose pour défendre la patrie, et je suis là pour ça. Donc il est parti avec quelques-uns des chevaliers, et ils ont confronté l'équipe de football, et puis ça a vite tourné à la bagarre. Et Reggie avait assommé le géant devant tout le monde. Et les gens du RIN, sur le coup, étaient choqués, offusqués du comportement de Reggie. Mais lorsqu'ils ont vu que cette photo faisait la une un peu partout et qu'elle a même gagné une photo de journalisme de l'année, le premier prix, c'était une photo qui a beaucoup circulé à l'époque, qui a fait beaucoup parler, ça. C'est un petit Québécois qui se défend. Voilà. Et puis, voilà, c'est une histoire intéressante parce que le lendemain, les gens du RIN avaient changé d'attitude. Ils trouvaient que Reggie, en fait, avait bien agi. C'est dans cet environnement que je suis venu au monde et que cette cause aussi est venue au monde par l'amour de cet homme et de cette femme qui était essentiel pour trouver la force de continuer ce qu'ils faisaient parce que je pense que le fait qu'ils étaient là l'un pour l'autre leur a donné le courage de continuer. Et c'est de cet amour et de cette union que je suis venu au monde dans une époque extrêmement trouble pour mes parents. On voit ici sur l'image ma mère qui est enceinte de moi. Alors voici un bref aperçu de l'histoire des Chevaliers de l'Indépendance. Je vous laisse avec ces images de notre histoire. Et puis, c'est certain qu'il y a beaucoup plus que ça à dire sur le sujet. Il y a des centaines d'articles de journaux qui décrivent les événements qui, en grande partie, ont été oubliés. Mais je pense que ce serait intéressant de se rendre compte que, finalement, cette idée-là d'un pays, elle a beaucoup de force et elle a fait beaucoup de chemin. Et évidemment, moi, dans mon parcours, je demeure lié au destin du peuple québécois, pour des raisons évidentes.
Je n'ai rien contre les Anglais, comme mon père disait, mais je les connais. Ce sont des gens forts et fiers, et ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent parce que pour eux, ça leur appartient. Ce qui va nous rester, c'est ce qu'on aura réussi à sauvegarder. Et c'est important de savoir comment le mouvement, dès le départ, a été détourné. Mais ce qui a été le plus difficile pour mes parents, ça n'a pas été de dénoncer le colonialisme des anglo-saxons, mais plutôt ce que les premiers indépendantistes, le mouvement indépendantiste, lui ont fait lorsqu'il les a dénoncés pour manque de patriotisme. C'était évident, il savait, il avait compris. Reggie était quelqu'un de très perceptif. Il avait ce don, et c'est pour ça que les Chevaliers avaient autant de succès. C'est parce qu'on ne pouvait pas infiltrer les Chevaliers, parce que Reggie pouvait lire une personne comme un livre ouvert. C'était un don vraiment phénoménal qu'il avait, et c'était un homme très proche des gens et très proche de la nature, un homme de paix, l'un de mes meilleurs amis, qui est maintenant décédé. Et je pensais que ça vous intéresserait d'entendre son histoire et un peu la mienne aussi. Alors voilà pour ce vidéo. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile.